Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur que nous consacrons ce soir à la finance. La Banque centrale de Mauritanie a commémoré hier le 50e anniversaire de la création de la monnaie nationale l'Ouguiya. L'émission de l'Ouguiya, le 18 juin 1973, a été un grand événement dans la mesure où elle a été marquée par notre sortie de la zone CFA et la consolidation de notre souveraineté monétaire. La célébration de cet anniversaire est l'occasion de rappeler que la sortie de l'Ouguiya a été accueillie, on s'en souvient, par deux chansons écrites par feu Mohamed Ould Ibrahim. La première, Ya Ouguiya, interprétée par feu Sidati Oulab, et la seconde, Yennas Chauveau Amletna, interprétée par l'Orchestre national avec Hadrami Oul Mouiddah. Hier, la BCM a mis en circulation un nouveau billet de 50 Ouguiya, lequel sera présenté sur 3 supports différents que nos invités ne manqueront pas de vous expliquer. Pour commenter cet événement, nous avons invité sur ce plateau M. Mohamed Abdallahi Boubacar, secrétaire général de la Caisse ou caissier, Khatari, caissier général, Khatari ou Ahmed Baba, directeur général des systèmes de paiement, Lalla El Khouth, directrice de la stratégie et promotion des moyens de paiement, et Jawara Mamoudou, chef du cabinet du gouverneur. Bonsoir et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Pour commencer, comme vous le savez, 50 années se sont écoulées depuis la création de l'Ouguiya. Quel commentaire vous inspire son parcours? Merci. Tout d'abord, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On sait très bien la création de l'Ouguiya en 73, juin 73, concrétise l'indépendance financière et économique de la Mauritanie. Donc la Mauritanie, notre pays, devient acteur et meneur de sa propre politique économique et monétaire. Et, en voulant atteindre ses objectifs de politique économique, de réduction de taux d'inflation et le maintien des prix, dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat du consommateur, la Mauritanie a créé sa propre monnaie et on est fiers, on est en train de commémorer actuellement la 50e année de la vie de notre Ouguiya. Donc cette Ouguiya, cette monnaie a passé par plusieurs étapes. Nous n'avons pas assez de temps pour étaler ces étapes et parler en profondeur. Nous allons nous suffire essentiellement par les billets commémoratifs qui est devant nous, qui est actuellement le sujet d'actualité. Monsieur Khatari, avec vous, est-ce qu'on peut avoir une idée des mesures qui ont été mises en œuvre pour améliorer le système de paiement RTGS et ATS? Merci. Comme vous le savez, la Banque centrale, parmi les principales missions de la Banque centrale, c'est le développement du système de paiement. C'est pour ça que nous sommes en train de mettre en place le système ATS, qui est un système de paiement, système de transfert automatisé, qui est un système de paiement qui permet d'échanger entre les banques, un échange automatique entre les banques des moyens de paiement de manière automatisée et de manière sécurisée. Ce système, justement, permet de renforcer la confiance en la monnaie à travers le développement et la modernisation des moyens de paiement, mais aussi il permet d'avoir une meilleure maîtrise du risque systémique et de renforcer la stabilité financière. Le système qu'on est en train de mettre en place est composé de 3 composantes. La première composante, c'est un système de règlement en temps réel, brut en temps réel, c'est le RTGS, un système connu dans les banques centrales. Il permet une meilleure gestion de la liquidité, il permet aussi
le transfert en temps réel des montants importants entre les banques de manière sécurisée et de manière efficace. La deuxième composante est la télécompensation. Donc c'est un système qui permet un échange électronique entre les banques, donc qui permet aussi l'efficacité de la compensation à travers la dématérialisation des moyens de paiement. La troisième composante est un dépositaire centralisé qui permet une meilleure maîtrise de la liquidité par les prêts interbancaires et intrajournaliers. Donc ces systèmes ont deux catégories de participants. Des participants directs qui sont composés par les banques commerciales agréées par la Banque centrale, en plus de la Banque centrale. Et la Banque centrale, en plus d'être un participant direct, est aussi l'opérateur du système, l'opérateur de la plateforme. Une deuxième catégorie de participants sont les participants indirects, et à ce niveau, on peut citer le trésor public. Donc cette infrastructure est basée sur des éléments essentiels. Donc d'abord la réglementation, les textes réglementaires sont déjà adoptés. Ensuite, il y a l'infrastructure technique qui est déjà installée. Et la partie test et phase pilote du projet qu'on va continuer au mois de juillet pour lancer effectivement la plateforme, Inch'Allah, au mois d'août prochain. Voilà. En matière d'inclusion financière, qu'est-ce qui a été fait pour améliorer l'offre des services financiers et banques et des banques au niveau de cette institution? Bonjour et merci beaucoup pour cette question. Alors, permettez-moi d'abord de définir l'inclusion financière. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'inclusion financière, de notre point de vue, c'est de donner l'accès à des consommateurs fragiles à un compte bancaire, mais aussi, nous adoptons la définition la plus large, c'est-à-dire leur donner aussi la possibilité d'avoir un moyen de paiement pour échanger, la possibilité d'avoir un crédit pour financer des projets simples, et la possibilité d'avoir une assurance à moindre coût pour faire face aux événements de la vie. Donc, pour la Banque centrale, c'est aussi, ça fait partie aussi de ses missions de protéger ces consommateurs fragiles et de les éduquer afin qu'ils soient au courant de l'offre qui existe. Parmi les obstacles principaux à l'inclusion financière, d'après les études que nous avons réalisées récemment, il y a deux choses. Donc nous avons un souci, on va dire, sur l'offre, et puis nous avons un souci sur la demande. Le souci sur l'offre peut être levé en développant le secteur financier afin de diversifier l'offre existante. Par exemple, les banques, c'est aujourd'hui un acteur majeur pour l'inclusion financière. Cependant, les banques sont très concentrées dans les grandes villes, alors que les populations cibles de l'inclusion financière, c'est-à-dire les populations cibles fragiles, sont essentiellement dans les zones rurales. Ensuite, nous avons aussi tout le secteur à développer, donc c'est-à-dire l'écosystème financier, donc la microfinance, la microassurance, etc., pour avoir une offre adaptée à toute demande de la population, et en particulier les populations que nous ciblons, qui sont les populations situées dans les zones rurales, les femmes et les jeunes. Le deuxième point important se situe au niveau de la demande. C'est-à-dire qu'il y a une offre qui est existante, par exemple l'offre bancaire aujourd'hui, qui permet aujourd'hui d'avoir un compte bancaire, mais aussi d'avoir un crédit pour ceux qui ont la possibilité d'avoir un crédit. Mais faut-il encore savoir que cette offre est adaptée à la population. Et donc, parmi les questions qui reviennent à chaque fois, cette question d'éducation. Il faudrait que le travail soit fait pour que l'ensemble de la population soit au courant que cette offre existe, qu'elle peut répondre à leurs besoins, qu'elle est utile et qu'elle les protège.
J'ai parlé de deux types de populations qui sont cibles. Pourquoi? J'ai parlé des jeunes et j'ai parlé des femmes. Parce que nous avons un gap important entre les hommes aujourd'hui et les femmes au niveau de l'inclusion financière. C'est-à-dire que nous avons un taux assez faible au niveau mauritanien, mais qui est en train de changer assez rapidement grâce à la digitalisation des moyens de paiement. Mais en fait, dans ce taux, on trouve quasiment 10 points de différence entre les femmes et les hommes. Donc la question qui se pose, aujourd'hui, la porte n'est pas fermée aux femmes. Elles peuvent disposer d'un compte bancaire ou d'autres services financiers. Pourquoi alors nous avons ce gap? Donc si nous avons aujourd'hui ce gap entre les femmes et les hommes, c'est aussi parce qu'il y a une manière de parler aux femmes, il y a une manière de les attirer. Donc il faudrait aussi, côté offre, qu'on développe les produits spécifiques pour attirer les femmes et pour augmenter leur taux d'inclusion financière. Donc notre travail tourne autour de ces segments. Nous avons réalisé pas mal de travail sur l'inclusion financière parce que nous avons fait un vaste diagnostic de l'inclusion financière. Donc nous avons analysé l'offre, nous avons analysé la demande et nous avons entamé la réalisation de la stratégie nationale d'inclusion financière. Et aussi, pour vous donner une date, nous sommes à 2 mois de la sortie de cette stratégie nationale d'inclusion financière qui est un point important pour la Mauritanie parce que nous sommes l'un des derniers pays qui lance sa stratégie nationale. Et donc c'est aussi quelque chose d'important parce qu'aujourd'hui, pour accompagner le secteur, pour le développer, il est important d'avoir une stratégie nationale et inclusive qui inclut l'ensemble des segments de la population et qui répond à l'ensemble des problématiques qui constituent aujourd'hui des freins à l'inclusion financière. Pour assurer cette inclusion financière, on est en droit de se demander est-ce que la Banque centrale de Mauritanie a effectué un travail sur le terrain de sensibilisation pour que les bénéficiaires, pour que les populations cibles soient au courant de ces opportunités que cette institution met à leur disposition. Est-ce que cela a été fait? Est-ce que ce travail de sensibilisation, est-ce que la société civile a été mise à profit? Est-ce que la banque publie quelque chose sur ses sites? Est-ce que les moyens, les médias que nous sommes ont été saisis? Est-ce que la Banque centrale a communiqué? Très bien, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que la communication et l'échange avec l'ensemble de l'écosystème est quelque chose de très important pour l'inclusion financière. Alors, comme je viens de l'évoquer, nous étions déjà à une phase de réflexion, de mise en œuvre et là de rédaction de la stratégie nationale d'inclusion financière. Elle est accompagnée de 2 stratégies. Sa stratégie de communication et de la stratégie d'éducation financière. La stratégie d'éducation financière, son objectif justement, c'est d'adapter la communication aux populations cibles. Aussi, dans le cadre de la stratégie nationale de l'inclusion financière, nous mettons en place une structure de gouvernance, c'est-à-dire une structure qui inclut l'ensemble des parties prenantes pour échanger avec eux, mais aussi pour travailler avec eux pour lever ensemble l'ensemble des obstacles à l'inclusion financière. Tant mieux. Monsieur Jawara, nombreux sont ceux qui pensent que la BCM doit moderniser ses outils de production, notamment son réseau informatique. Un tel projet est-il du moins envisageable? Est-ce que la Banque centrale de Mauritanie pense à perfectionner ses outils et ses moyens de travail? Merci beaucoup pour cette invitation et permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs et vos téléspectatrices et vous remercier pour cette occasion que vous nous donnez pour échanger avec ce que la Banque centrale fait. J'aurais aussi une pensée à tous les cadres de la Banque centrale, ceux qui sont en actif, ceux qui sont à la retraite, ceux qui sont de ce monde, ceux qui ne sont plus de ce monde. Et à ce titre, nous profitons de cette occasion où nous célébrons 50 ans de l'UGIA, 50 ans de la Banque centrale,
pour présenter nos condoléances les plus attristées à la famille de notre collègue qui vient de nous quitter. Si la Banque centrale fête aujourd'hui 50 ans de l'UGIA, c'est parce que toutes ces personnes-là ont, à un moment donné de leur vie, contribué d'une façon ou d'une autre à ce que la Banque centrale ou à ce que l'UGIA soit là où il est actuellement. Je voudrais juste dire que tout ça, tout ce qui est en train d'être dit ici, s'inscrit dans une stratégie globale. Ce dont mon collègue Khatari parlait tout de suite, ou le caissier général, tout ça fait partie d'une stratégie globale qui a été pensée, une stratégie sur 3 années, 2022-2025, qui s'appuie sur une vision qui est de faire de la Banque centrale une banque centrale qui a la confiance du public, le respect des pairs, mais aussi qui a un environnement de travail épanouissant. Alors c'est dans ce cadre qu'on a défini tous ces projets-là, on a lancé tous ces projets-là. Il y a un projet d'abord qui porte sur la réhabilitation du bâtiment. Il a 50 ans lui aussi. Il fallait le moderniser. C'est l'occasion d'en parler, oui. Il fallait le moderniser, ce qui a été fait. Aujourd'hui, je vous ai vu tout à l'heure faire un tour à la banque avec des caméras. J'espère que vous allez montrer aux auditeurs, aux téléspectateurs. Nous avons aujourd'hui des locaux neufs. Un grand chantier. Avec des outils modernes. Que ce soit des ordinateurs ou des bureaux, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour faire notre travail dans les meilleures conditions. Avec des systèmes de sécurité, pour les sécurité physique, sécurité informatique, nous avons essayé de mettre à niveau le bâtiment. Tout à l'heure, Khatari parlait du projet de modernisation de l'infrastructure du système de paiement. Nous avons des projets pour la modernisation et l'automatisation des données, des projets pour mettre en place un core banking system, un projet pour la gestion intégrée du budget et son exécution décentralisée. C'est tout un ensemble de projets. Pour revenir à la question spécifique de la sécurité informatique, nous aurons peut-être d'autres occasions avec les spécialistes pour rentrer dans les détails, mais sachez que cet élément aussi a été pris en considération et qu'aujourd'hui, à la Banque centrale, nous avons tout ce qu'il faut pour lutter contre la cybersécurité, pour avoir des outils de travail aux normes et qui nous permettent de faire notre travail convenablement. Donc on le sait, moi je l'ai dit dans l'introduction, la modeste introduction, le billet de 50 MRU a été mis en circulation aujourd'hui. Voilà. Nos téléspectateurs doivent se demander pourquoi le choix de ce billet de 50 et pas les autres. Voilà. On va parler de ce billet commémoratif. On a choisi le billet de 50 pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que nous avons 50 ans à célébrer de la vie de l'Uguié et nous avons choisi les billets qui circulent le plus. Pourquoi? Et donc, sa mobilité est très grande et on l'utilise à grande échelle. Les consommateurs mauritaniens l'utilisent beaucoup. Donc, on a créé ces billets. On a créé ces billets sur 3 substrats, 2 hybrides et un papier. Je vous présente ici. Oui. Voilà. Ça, c'est le premier billet. Il est hybride. Donc, du polymère entre des feuilles de coton. Des feuilles de coton. Et au niveau de ce substrat, c'est purement du coton. C'est du coton pur et simple. Et le troisième substrat, c'est une feuille entourée, voilà, entourée de deux feuilles fines de polymère. Bien entendu, nous avons élaboré un cahier de charges qui respecte toutes les caractéristiques
d'un billet moderne qui perdure et qui présente des caractéristiques anti-salissure et des caractéristiques de sécurité. Vous les voyez, il y a deux types de sécurité. La sécurité visuelle, que tout le monde voit à l'INI sans utiliser aucun matériel. Et c'est la sécurité la plus importante, la plus dissuasive. Il y a le fil de sécurité. Nous avons choisi le fil Galaxy, qui est utilisé dans des anciens billets. Donc, c'est nostalgique parce que c'est commémoratif. Et nous avons choisi encore le filigrane, le vieux filigrane, et ces signes appelés par les spécialistes le Spark Flow, qui est un signe de sécurité qui est tout à fait moderne et tout à fait actuel. Et les billets se présentent comme ça. Bon, nous avons choisi les 3 substrats. Vous pouvez imaginer que le choix n'est pas fortuit parce qu'on veut, au cours d'une période donnée, trier ou sélectionner le billet ou le substrat qui conviendrait le plus ou qui va s'accommoder au climat et aux conditions de notre pays, tant au niveau des conditions climatiques et qu'aux conditions d'entretien et de maintien par les Mauritaniens même, leur comportement d'entretenir les billets de banque. C'est pas souvent la meilleure approche utilisée dans le monde. Donc, au cours d'une période bien déterminée, nous connaîtrons essentiellement les billets qui conviendraient le plus. Quelques éclaircissements. Ces billets vont circuler, ont eu le cours légal à partir de la signature du décret. Le 16, le 30, le 18, auront un cours légal le 18/6/2023, à l'entrée en vigueur du moins. Il y a le fil, malgré que vous voyez que la disposition du fil n'est pas toujours identique sur les 3 substrats, mais il s'agit toujours du même billet. Ça, c'est un fil où il traverse une partie polymère. Donc, on ne le voit plus à partir de cette période, cette partie, on ne le voit plus, mais c'est toujours le même billet. Bon. Dans notre côté, on va parler de notre grand projet de gestion fiduciaire. Nous avons... Juste avant d'en parler, est-ce que toutes ces précautions que vous venez d'énumérer vont garantir de mettre à l'abri le nouveau billet de la falsification? Tout à fait. Tout à fait. Il y a 3 niveaux de sécurité sur ces billets. Il y a les éléments de sécurité visuelle que tout le monde voit, ici et ici et ici. Mais il y a encore ce qu'on appelle la taille douce. Quand on parle le billet, on sent que c'est une image qui est gravée sur le substrat et qui présente une certaine sécurité. Et en plus de tout cela, il y a les ultraviolets quand ils passent sur cette partie. Tu fais apparaître le drapeau national, les couleurs nationales. Et en plus de cela, il y a un 3e niveau. C'est ce qu'on appelle le 3e niveau. Il diffère suivant l'imprimeur. Un fichier pour les Allemands et NAOS pour les Obertir. Et qui est détecté uniquement par les machines qui sont exclusivement à la possession des banques centrales. Des capteurs qui sont dans des machines que nous allons mettre en place. Inch'Allah, vers la fin de l'année. Allez-y, je vous ai coupé la parole. D'accord, je voulais parler de l'entretien fiduciaire au niveau de la Banque centrale. La plupart des billets à l'intérieur du pays se détériorent rapidement et il n'y a pas de retour.
compte tenu de l'éloignement de la population parfois, qui sont dans les villes très lointaines. Et nous pensons mettre en place des centres de tri qui vont récupérer les billets invalides ou les billets qui doivent être retirés quand même de la circulation pour les remplacer par des billets neufs. Le projet, on est en train de le mettre en place. Parallèlement, nous sommes en train de construire avec nos partenaires spécialistes, experts dans la matière, des centres de tri aux normes qui seront dotés des machines extrêmement performantes, qui sont les dernières machines, qui sont appelées communément les BPS M7, et qui font des tri, qui font détecter énormément de travail via détecter le mauvais billet, trier et faire des états de sortie qui sont extrêmement importants dans la gestion fiduciaire. Monsieur Khatari, qu'en est-il du projet structurant de la Banque centrale de Mauritanie? Alors, il y a plusieurs chantiers actuellement. Nous avons parlé du système RTGS. Oui. Donc, il y a un système connu dans les banques centrales qui est essentiel pour les banques centrales, pour la gestion de la liquidité, pour la sécurité des transferts entre les banques. Nous avons parlé de l'inclusion financière, qui est un chantier important. Il y a aussi l'interopérabilité, qui est un chantier aussi en cours de réalisation. La réglementation est déjà entamée. C'est très important, l'interopérabilité en termes dans le cadre de l'inclusion financière justement et dans le cadre de la sécurisation des données. Il y a aussi la surveillance. Donc, il y a des projets qui sont actuellement en cours de réalisation et qui sont très importants pour la Banque centrale. Est-ce que l'Ouguiya a fait face à la falsification? Est-ce que Bien sûr, oui. sûr. Et comment s'en est-elle sortie? Il n'y a aucune monnaie dans le monde qui est à l'abri de la falsification. Même les plus grandes monnaies du monde ont connu ce crime. Je pense au phénomène qui se passe actuellement dans les pays africains. Mais chez nous, les statistiques sont très faibles. Les tentatives sont très faibles et rapidement détectées et arrêtées. Et nous ne signalons jusqu'à aujourd'hui aucun acte de falsification. On le connaît également, l'Ouguiya a connu plusieurs mutations. Est-ce que ces mutations répétées sont le signe de la bonne santé d'une monnaie ou non? Est-ce que... De toute façon, la recherche de l'amélioration et du meilleur niveau, c'est toujours une demande, et c'est toujours demandé. Jusqu'à présent, nous pensons déjà qu'il y a deux choses qu'il faut considérer. Quand on parle du papier, on pense à la sécurité, parce qu'on peut incorporer les fils de sécurité, les filigranes qui sont déjà extrêmement importants dans la sécurité. Et pour le polymère, on pense toujours que le polymère dure plus. Donc, réunir les deux qualités en même temps dans un billet hybride, je pense que c'est une solution. Réunir en même temps la durabilité et la sécurité. C'est extrêmement important pour un pays. La durabilité pour éviter, parce que c'est un coût, le coût fiduciaire est extrêmement important. Mais aussi, la sécurité, c'est encore mieux, c'est encore beaucoup plus important. Quand on a un billet sécurisé, je crois que ce billet est extrêmement sécurisé et extrêmement bon. Vous le saurez, Inch'Allah, dans les jours à venir. Oui, c'est l'occasion également. Allez-y, Jawahar. Oui, comme je disais tout à l'heure, tout ça s'inscrit dans une stratégie globale et bien étudiée.
si nous voulons concrétiser la vision qui est derrière cette stratégie, c'est-à-dire une banque centrale qui a la confiance du public, nous ne pouvons pas opter pour le statu quo. Nous allons certainement être dans la recherche perpétuelle de ce qui peut satisfaire au mieux ce public. C'est dans ce cadre, vous allez voir un biais avec plusieurs substrats, avec plusieurs niveaux de sécurité. On a essayé de regrouper dans ce la meilleure sécurité qui existe actuellement. Parce que le monde change, les technologies évoluent. On ne peut pas s'arrêter à un instant T avec un biais d'un certain niveau et prétendre satisfaire aux besoins du public pour lesquels nous sommes. Pour ajouter un peu au projet structurant, comme j'ai dit, l'émission ne permettra pas de parler de tous les projets, mais on brossera quand même les plus importants. Nous avons également entamé la modernisation du cadre de politique monétaire de la banque pour avoir une politique monétaire beaucoup plus active et une gestion beaucoup plus dynamique de la liquidité. D'ailleurs, c'est ce qui justifie que malgré les crises géopolitiques, la Covid et tout ça, et les montées inflationnistes un peu partout dans le monde, nous avons quand même su mener une politique monétaire adaptée qui a permis de maintenir dans des proportions, adéquates notre taux d'inflation. Ça a été salué par le FMI, ça nous a valu même des distinctions à l'étranger pour saluer cette dynamique et cette politique monétaire proactive. Nous avons entamé aussi la mise en place d'une plateforme de marché de change, qui permettra de passer à un marché de change que nous avions depuis 2007, qui ne répond plus aux attentes, c'est-à-dire aux objectifs d'une gestion des réserves efficiente et un taux de change qui découle des forces du marché et qui favorise un marché interbancaire d'échange. Nous allons pour plus de transparence et pour répondre aux normes internationales, implémenter des normes IFRS. Au niveau de la supervision bancaire, nous avons opté pour une supervision bancaire qui utilise des moyens modernes, des moyens qui permettent de faire une supervision beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficiente. Dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, la conformité, nous avons une conformité technique, tout ce qui est requis pour avoir une conformité technique, les outils, nous les avons. D'ailleurs, la Mauritanie assure la présidence du GAFIMOAN. Très prochainement, la Mauritanie va recevoir la plénière du GAFIMOAN. Donc, c'est beaucoup de projets. On n'aura pas peut-être le temps de tout étaler, mais on pourra quand même brosser. Connaissant un peu le gouverneur de la Banque centrale, de projets ambitieux au niveau de cette institution, mais malheureusement, il y a eu le débordement du journal en arabe. Et le temps imparti à cette émission se voit réduit. Mais qu'est-ce que peut ajouter dans le cadre de la digitalisation de la Banque centrale de Mauritanie? Merci beaucoup pour cette question. Alors, juste pour en revenir un petit peu sur cette question d'adaptation et de changement dans la durée, je pense que la Banque centrale doit toujours apprendre les nouvelles technologies de par sa mission de régulateur. Donc, nous sommes le régulateur du secteur, on doit le comprendre. Et pour comprendre, il faut aussi évoluer avec le temps. Je pense que toute chose qui n'évolue pas et qui ne s'adapte pas est tout simplement vouée à l'échec. Donc aujourd'hui, on parle de la monnaie fiduciaire parce qu'elle a 50 ans, mais nous sommes en train de travailler sur la digitalisation et ce, sur plusieurs projets. Donc nous sommes en train de développer les fintechs, de les accompagner. Aussi, l'interopérabilité, le projet national d'interopérabilité est en cours. Nous travaillons sur un sandbox pour créer un environnement pour le développement technologique. Nous explorons le CDBC qui est extrêmement important, qui est la monnaie digitale des banques centrales et qui est très importante. La monnaie fiduciaire, je parle sous le contrôle de mes collègues, est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose de coûteux. Son entretien coûte extrêmement cher. Et donc, nous sommes dans l'ère du digital, nous sommes dans l'ère de l'inclusion financière, de l'échange rapide, et nous devons absolument prendre ces virages, sinon nous aurons
nous aurons raté quelque chose, en tout cas, de ce point de vue-là. Donc, le virage technologique est un virage inévitable qu'il faut que la Banque centrale prenne. Et à ce titre, la Banque centrale de Mauritanie est bien consciente, et c'est pour cela que les derniers mois, depuis les derniers mois, elle investit massivement dans des locaux qui sont vivables, qui sont agréables pour augmenter la productivité de son personnel. Elle s'investit dans la formation du personnel parce que ce sont des nouvelles technologies, et donc il faut que chaque banque centrale aussi forme son personnel et qu'elle soit à ses côtés pour pouvoir accompagner. Elle régule, et donc dans ce cadre, elle a régulé les moyens de paiement classiques, mais aussi les moyens de paiement digitaux. Et l'année dernière a connu le lancement de 4 instructions, et juste avant, une loi sur justement la partie moyens de paiement. Et donc, elle continue en fait à travailler sur son cadre réglementaire. Elle continue à apprendre et à monter en compétences sur les nouvelles technologies, justement pour répondre à sa mission qui est le régulateur, mais aussi l'opérateur des systèmes nationaux. Et que pensent les cadres d'une institution très connue que la BCM, que vous êtes, de la monnaie virtuelle, des crypto-monnaies? Est-ce que notre banque est... Comme ma collègue Lelle vient de dire, c'est un virage qu'il faut prendre. Et il faut le prendre à temps. La monnaie digitale Banque centrale, c'est un sujet, c'est un thème d'actualité. Nous sommes en train de l'amorcer avec Lelle et son équipe, nos partenaires. Nous sommes dans c'est le bon chemin. Parlant de... Moi, je voulais attirer l'attention sur toutes ces réformes et tous ces projets structurants qui ont été engagés depuis une année et quelques à la Banque centrale, ont été favorisés surtout par un climat d'ambiance, parce que moi, quand même, plus ma fonction de caissier général, j'ai une casquette syndicale et que je ne peux jamais oublier. Quand même, il y a une certaine ambiance et un certain apaisement du climat social, une amitié, une sincérité et au niveau du personnel, et qui favorise quand même la rentabilité et le travail à fond. C'est donner le meilleur de lui-même. Le cadre est en train de trouver le cadre adéquat tant au niveau de ses droits accordés, sans problème, au niveau de ses bureaux, de son entourage, son environnement, au niveau du matériel utilisé et de sa sécurité, et au niveau de sa formation. J'aimerais dire que toutes les politiques qui ont été entreprises par la Banque centrale ont connu un succès. Je ne parle ici que, par exemple, dans le cadre, je tire un exemple au pif, l'exemple de la politique monétaire efficiente. Nous avons passé d'un taux, je suis très loin de ça parce que je suis à la caisse, mais quand même, j'apprends à côté de mes collègues, on a passé de 12,2 chiffres à 6, donc c'est parlant, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Banque centrale a essayé à plusieurs reprises à valoriser l'ouguiya pour que le consommateur, son pouvoir d'achat soit amélioré. En faisant ceci, elle n'a pas communiqué, mais en faisant ceci, elle a renoncé à une partie de ses produits. Elle a mis des dollars, des millions de dollars, pour que l'ouguiya, pour que le consommateur soit quand même protégé contre les variations extrêmement difficiles extrêmement difficiles ou gênantes, c'est le pouvoir d'achat. Je voulais souligner ce point qui est extrêmement important. Tant mieux. 50 ans de la vie, pour finir, 50 ans de la vie d'un individu, en général, c'est la maturité, c'est la sagesse. Quand on parle d'une monnaie, qu'en est-il? Qu'est-ce que cela peut signifier au bout de 50 ans? Écoutez, nous sommes fiers là où nous sommes d'avoir une monnaie ouguiya créée en 1973.
nous avons quitté l'Imawa en 1973. Nos frères qui sont actuellement, comme vous le savez, en train de rechercher, sans succès malheureusement, une monnaie. Ce constat nous quand même donne la fierté d'avoir sa propre monnaie et d'avoir à sa possession sa propre destinée en matière de gestion monétaire et d'échange. Il n'y a pas que nos frères, hein. Il y a l'Inde et quelques Je parle pays de notre environnement. Oui, je sais. L'Inde et quelques pays demandent à ce qu'il y ait des ensembles qui font barrière au dollar actuellement. Ça, c'est connu. Même au sein des pays arabes, il y a des appels à créer une unité entre ces pays arabes. Jawara, vous avez un mot puisque l'émission touche à sa fin. Qu'est-ce qu'on peut dire à la fin de cette émission? Bon, rappeler peut-être le sentiment de fierté dont faisait allusion tout à l'heure le caissier général. Une monnaie nationale, c'est avant tout un sentiment de fierté, on se reconnaît en une autonomie. Comme vous l'avez dit, 50 ans, c'est la maturité, c'est ce qui explique la qualité de ce billet. Les autres étaient de billets de qualité à l'époque, mais aujourd'hui, c'est un billet qui est en phase avec les nouvelles technologies, avec toutes les sécurités qui existent. Et au lieu de faire un seul billet, dans un seul substrat, on a opté pour les autres. Ça aussi, c'est l'expérience accumulée pour pouvoir bénéficier au maximum des technologies et des moyens qui existent actuellement pour l'impression d'un billet de banque. Et l'ancien billet de 50 continuera, on continuera Absolument, à faire usage. Absolument, tous les autres billets continuent à côté de ces billets à avoir cours légal et à fonctionner comme avant. Je voulais juste répondre Oui. à cette question parce que je pense qu'elle est importante. Alors, en 1973, ce qu'il y avait de mieux à faire pour la Mauritanie, c'était d'avoir sa monnaie nationale. Ça la protège et même les pays qui sont dans des zones où il y a une monnaie commune ont beaucoup de mal à faire face à des chocs parce que les différents pays parfois n'ont pas les mêmes intérêts. Et donc, quand on a une monnaie commune avec d'autres, en fait, parfois, ce qui nous arrange, nous, ce qui est notre intérêt, n'est pas celui d'autres pays. Et donc, on contrôle moins notre indépendance financière. C'est pour vulgariser un petit peu. Donc, en 1973, ce qu'il y avait de mieux, c'était la monnaie fiduciaire, donc les billets, notre indépendance. Aujourd'hui, je pense que pour notre ère, donc 50 ans plus tard, ce qu'il y a de mieux, je pense, selon mon point de vue, c'est la digitalisation. Comme nos prédécesseurs n'ont pas raté le virage de nous douter de cet outil très important pour notre service qui est notre monnaie nationale, je pense que le défi aujourd'hui aussi, c'est la digitalisation. Et il faudrait qu'on prenne les bonnes décisions et qu'on accompagne ce changement vers la digitalisation. Je l'espère. Merci Donc, à la fin de cette émission, je remercie mes invités pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Il s'agit de Mohamed Abdallahi Bouibaka, secrétaire général ou caissier général au sein de la BCM, Khatari Ould Ahmed Babe, directeur général des systèmes de paiement, Lal El-Qaoud, directrice de la stratégie et promotion des moyens de paiement, et Jawara Mamoudou, chef du cabinet du gouverneur. Merci donc. Merci également aux équipes de la TVM qui ont rendu possible la réalisation de cette émission. Et merci, un grand merci aux téléspectateurs et téléspectatrices d'El Mauritania et très vivement pour un nouveau numéro de Zoom Sur. Au revoir.